Le financement public des associations est en déclin depuis 15 ans. On voit vraiment que ça s'aggrave. L'un des objectifs de cet épisode, ça va être de faire un parallèle entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. C'est quoi les obligations en termes de comptabilité d'une association? À partir de 153 000 € de subvention, on est obligé d'avoir une comptabilité d'engagement, un commissaire aux comptes et de déposer ses comptes annuellement auprès de la préfecture. Qu'est-ce qui se passe si typiquement tu as reçu 100 de financement et puis pour plein de raisons opérationnelles, tu as dépensé que 70? On n'a pas trop le loisir de ne pas dépenser notre argent. On peut faire des bénéfices dans une association si ça reste très à la marge du budget. Si c'est 1, 2, 3, peut-être même 5%, ça peut passer. Il faut pouvoir prouver que le résultat de ce bénéfice, c'est de la bonne gestion. Souvent, la gestion budgétaire dans une association, elle est beaucoup plus au cordeau que dans une PME, ce qui peut sembler étonnant. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super pratiques et de stratégies concrètes qui vous aideront à prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel j'aborderai avec mes invités tous ces sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, je suis cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de gestion financière pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance, plus précisément, je travaillais dans le département de la banque d'affaires chez HSBC. Donc, j'ai toujours baigné dans cet environnement entre finance et entrepreneuriat, et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de monter ce podcast, Le Nerf de la Guerre, pour pouvoir partager au plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des CEO, des CFO et des financiers sur leurs problématiques de gestion financière. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous demande juste un tout petit coup de pouce. Si vous aimez ce contenu, un petit like, un commentaire, un partage ou même un message, ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast qui, comme vous le savez, est encore tout jeune. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Justine Rousseau, RAF de l'association Collectif Mentorat. Bonjour Justine. Bonjour François. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer un peu le périmètre de ton poste de responsable administrative et financière dans cette association? Ouais, alors au Collectif Mentorat, on est une petite équipe, on est 9, donc on a quand même tous pas mal de missions différentes. Mon poste, c'est responsable administrative et financière parce qu'une grosse partie du travail, c'est la gestion budgétaire, financière, trésorerie, enfin voilà, tout ce qui touche aux chiffres. Mais j'ai également une mission RH avec toute la supervision de la paye, ouais. Et la mise en œuvre du plan de développement des compétences et l'administration du personnel. Donc, c'est des choses très en silo, ouais. Voilà, avec des process assez classiques et bien déterminés. Après, il y a une partie juridique qui est le juridique de la structure. Donc, c'est vraiment gérer la partie instance de gouvernance, obligations, formalités, voilà, déclarations, etc. Et superviser le juridique des projets, puisqu'on a pas mal de conventionnements avec des partenaires, des prestataires, des bénéficiaires, enfin des parties prenantes du projet. Donc voilà, sur la partie juridique, il y a un peu ces deux côtés-là. Et ensuite, je touche un peu au système d'information et aux questions de RGPD avec les personnes de l'équipe qui sont là-dessus. Donc c'est très très vaste. C'est aussi ce qui est intéressant sur ces petites structures et ces postes-là, c'est qu'on s'ennuie jamais, on apprend toujours des nouvelles choses, on travaille avec beaucoup de personnes différentes qui ont plein de vues différentes de ce que c'est notre activité, donc c'est très, très, très riche. Ok, ouais, c'est super intéressant de commencer par là, parce que c'est vrai que quand on parle de RAF ou de DAF, on pense directement au F de finance, mais c'est vrai qu'on en vient presque à oublier le A qui recouvre pas mal de choses. Là, tu l'as dit, il y a du RH, il y a du légal, il y a de l'IT, du système d'information, qui sont aussi dans pas mal de structures des prérogatives de la fonction administrative et financière que toi, tu couvres, et qui sont très souvent sous la responsabilité effectivement du RAF ou du DAF. Peut-être juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous redonner la mission de ce que vous faites chez Collectif Mentorat pour aider tout le monde à se situer?
Le collectif Mentorat, c'est une association assez jeune qui a été formellement créée en 2020 avec son premier salarié en 2021, qui est notre actuel directeur général. Et en fait, elle a été créée par d'autres organisations. Donc, à l'époque, c'était uniquement des associations, mais aujourd'hui, il y a plus de structures qui portent des programmes de mentorat social. Donc, le mentorat social, c'est des programmes à destination de jeunes qui sont dans des situations de besoins spécifiques, matériels, économiques, sociaux, culturels, territoires, enfin voilà, tout c'est très très large. Donc chacune de ces assos porte un programme. Et donc elles ont fondé le collectif Mentorat en 2019 informellement, 2020 formellement, pour porter un plaidoyer pour un droit au mentorat pour la jeunesse en France. Et donc, nous, on a une mission, l'équipe salariée du collectif Mentorat, à destination de nos membres. Donc, nos membres, ce sont des personnes morales, associations ou fondations qui portent des programmes de mentorat social en France. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 membres. Voilà. Et on a donc cette mission de plaidoyer, de visibilisation du mentorat, de le faire connaître au plus grand nombre de personnes. D'animer tout l'écosystème mentorat, donc les assos, les institutions, partenaires publics, partenaires privés, collectivités territoriales, donc très très large. Et on a aussi une mission de qualité avec un programme d'animation pédagogique et un label qualité. Donc voilà, pareil, des missions assez larges. Et donc c'est au service de cette politique publique du mentorat et de nos membres. Ok, super clair. Je reviens sur ton poste de RAF. 2 questions pour compléter un peu la présentation du poste. C'est à qui tu reportes de manière formelle et alors exercice toujours un petit peu difficile, mais est-ce que tu saurais nous décrire un peu ton quotidien, notamment nous expliquer les 4-5 sujets qui t'occupent le plus dans ta journée, dans ta semaine? Alors, à qui je reporte? Au directeur général. Et donc, on a toutes les semaines des échanges sur tous les sujets qui nécessitent de s'y attarder. Donc voilà, moi, je fais vraiment remonter tous les points par lui. Et ensuite, on voit comment ça redescend au niveau des équipes, comment ça remonte au niveau de la gouvernance en fonction de ce qu'il faut valider ou de comment il faut informer. Donc voilà, on prend ces décisions ensemble en fonction du meilleur intérêt pour le projet. En termes de répartition, je dirais qu'il y a un cinquième, c'est superviser la paye et la compta, donc c'est vraiment le travail avec le cabinet, à qui j'envoie des éléments et qui m'en renvoie d'autres. Bon, voilà, un truc assez simple. Un cinquième, c'est superviser les financements, parce qu'en fait, on a des financements publics, on a aussi des financements privés, je ne spoil pas tous les sujets, mais on a plusieurs types de financements, et c'est parfois différentes personnes de l'équipe qui sont en relation directe avec ces financeurs. Ouais. Mais il y a quand même un enjeu budgétaire et stratégique derrière. Donc voilà, toi, ouais. Le but, c'est de superviser ça et parfois d'être en relation directe avec les financeurs. Ensuite, il y a un gros morceau, donc je dirais 2/5, c'est la gestion budgétaire, trésorerie au quotidien. Donc c'est vraiment surveiller le compte en banque tous les matins, mettre à jour les budgets, mettre à jour la compta analytique, tous ces trucs-là. Et le dernier morceau, c'est vraiment la partie RH et juridique. Pour le RH, c'est du récurrent, c'est tous les mois, il y a les payes, c'est des trucs assez quotidiens, mais qui arrivent assez régulièrement. Et après, la partie juridique, il y a un gros temps fort dans l'année, c'est le moment où on a notre AG, donc c'est vraiment une instance hyper importante. Et après, il y a quelques conseils d'administration dans l'année. Bon, c'est des temps hyper identifiés, c'est très préparé à l'avance. Après, le juridique des projets, les conventions, toutes ces choses-là, c'est vraiment au fil de l'eau. Si on me demande une relecture ou un avis, je le fais, mais c'est très, très ponctuel. Ouais, et petite question entre parenthèses, mais ça fait 2 fois que tu parles du juridique. Toi, ton parcours, si je me souviens bien, tu viens plutôt du secteur financier. Tu as une formation juridique, tu t'es formé sur le tas, mais je pose la question à tous les DAF ou RAF qui passent à ce micro. Parce que souvent la réponse est non, mais du coup il y a quand même ce sujet de comment moi en tant que RAF ou DAF j'ai la légitimité d'être l'instance interne sur les sujets juridiques. En fait il faut à la fois il y a beaucoup de choses que j'ai appris au fil de l'eau et le secteur associatif et notamment le secteur culturel et artistique dans le milieu associatif d'où je viens
c'est beaucoup basé sur la capacité à apprendre par soi-même et à se dépasser. Donc j'ai cette expertise-là. Quand on me met quelque chose sous les yeux, très concrètement, je sais ce qui va pas. Parfois, c'est pas facile de le rattacher à des concepts juridiques parce que j'ai pas la formation socle solide sur ce sujet-là. Après, on s'entoure vachement d'experts. En fait, il faut dans les enveloppes budgétaires, surtout nous avec nos budgets un peu contraints, qu'on ait une enveloppe en début d'année qu'on peut mobiliser pour aller chercher des experts sur des sujets de propriété intellectuelle, par exemple, qui est vraiment un sujet hyper de niche et il faut vraiment s'y connecter. Ou, je sais pas, sur le label, par exemple, aussi, on a eu besoin d'aller chercher des experts d'un point de vue juridique. Enfin, donc, en fait, il faut pas hésiter à se dire je suis pas compétent, j'appelle un expert. Enfin, c'est l'appel à un ami, quoi. Normal. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de ça. Il faut faire valoir le fait qu'on a besoin dans nos budgets d'enveloppe à ce sujet-là, sur le juridique. Oui, ok. Super clair, savoir le socle minimum pour avoir en gros ce rôle de chef d'orchestre, mais aussi et surtout savoir où s'arrêtent nos compétences pour aller chercher... Après, il faut peut-être aussi se former. Hein. Je sais que c'est un réflexe qu'on a un peu moins dans le milieu associatif parce qu'il n'y a pas toujours les enveloppes, mais faire des formations sur des sujets très techniques, si on sent que ça revient régulièrement, c'est hyper important. Ouais, je sais, j'en ai parlé avec quelques DAF également. Ils me disaient qu'aujourd'hui, évidemment, avec le partage de l'information, de la connaissance en ligne, évidemment, l'IA, on accède aussi assez facilement à de l'information. Donc, faut encore une fois savoir où s'arrête sa compétence et être prudent. Mais en tout cas, pour dégrossir des sujets, ça peut être intéressant. Et au moment où tu sollicites typiquement un avocat, tu t'es déjà documenté et tu as déjà des questions beaucoup plus précises. C'est ça. Droit au but. Comme je te l'avais dit, moi, l'un des objectifs de cet épisode, ça va être de faire un peu des parallèles entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, parce que d'habitude, j'interroge plutôt des financiers dans des PME, hein, typiquement. Là, mon objectif sur l'épisode, c'est qu'on dresse les parallèles, hein, qu'on fasse un peu le jeu des 7 différences et aussi des similarités entre la gestion financière d'une association et la gestion financière d'une PME. Donc, peut-être pour reposer les bases très simplement, ma première question qui est probablement un petit peu bête, mais c'est une entreprise, elle doit produire ses comptes en fin d'année. J'imagine que c'est la même chose pour une association. Enfin, en gros, c'est quoi les obligations en termes de comptabilité d'une association ? C'est vachement déterminé par des seuils. Ce qu'on appelle le projet associatif, ce qui est porté par la structure. Si c'est une association avec que des bénévoles, pas de salariés, très peu de fonds, et que c'est une association par exemple de quartier, on va dire, l'obligation c'est juste ce qu'on appelle une compta de trésor. Donc en gros, c'est tes mouvements entrée-sortie dans l'ordre. Pas sur le compte en banque. Oui, en fait, c'est ton compte 512, quoi. C'est vraiment juste ça. Qu'il faut justifier. Il faut mettre un... Ouais, il faut avoir les pièces en face. Il faut dire, voilà, donc là, j'ai payé le 12 janvier un truc, j'ai ma facture en face. Puis voilà, et ça s'arrête là, en matière d'obligation comptable. Et après, la seule obligation en termes de rendu de compte, c'est de rendre compte à l'Assemblée générale. Donc, on reviendra peut-être sur la gouvernance après, mais qui est composée des personnes qui adhèrent à l'association. Donc, c'est vraiment les deux bases d'un point de vue comptabilité. Après, en fonction des seuils que l'association va passer, ou bien de sa nature d'activité, on va passer sur vraiment la même gestion qu'une PME avec un plan comptable des associations, donc qui est un petit peu adapté. Il y a certains comptes dont on n'a absolument pas besoin parce que c'est pas les mêmes mécanismes de lucrativité financier. Mais voilà, celui qui me parle le plus, c'est à partir de 153 000 € de subvention, on est obligé d'avoir une comptabilité d'engagement, un commissaire aux comptes, de rendre et de déposer ses comptes annuellement auprès de la préfecture. Donc c'est vraiment... Donc, on se rapproche très fort de... Sachant que il y a aussi, si une asso qui a un statut juridique, elle a une activité commerciale et uniquement commerciale. En fait, elle a des activités de prestation, mais la façon dont elle a constitué sa gouvernance, etc., elle s'est montée en asso. Là, pour le coup, elle travaille comme une structure, comme une PME, quoi. Enfin, comme une entreprise fiscalisée. Elle a une compta d'engagement, tout ça, quoi. Ok. Bon, c'est une bonne base. Ça va nous permettre de travailler autour de ça. Et du coup, vous, plus spécifiquement chez Collectif Mentorat, cette comptabilité du coup, que vous devez rendre, comme tu viens de le dire,
C'est toi qui la gères en interne, tu l'as externalisé à un cabinet d'expertise comptable? Ouais, historiquement, elle a toujours été externalisée. Donc nous, comme on est assez jeunes, tu vois, on n'a pas encore trop fait de changements structurels à ce niveau-là. Surtout qu'au début, il y a eu pendant très longtemps pendant plusieurs mois au moins, un seul salarié qui était le DG. Donc Oui. on a directement pris un cabinet comptable qui saisit la compta. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des logiciels de pré-compta. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Alors, à une époque, on avait Azopio, maintenant on a Pennylane. Ouais. Donc voilà, où ça nous permet de garder trace de tous nos justifs, de communiquer avec le comptable assez facilement sur la répartition analytique des dépenses notamment. Donc voilà, nous sur la compta, on fonctionne plutôt comme ça. Et pour surveiller la bonne gestion, on a un grand livre analytique tous les mois et on travaille dessus pour mettre à jour nos budgets. Ouais, ok. Alors évidemment, et tu l'as déjà un peu évoqué, le sujet du financement dans les associations, c'est un énorme sujet, parce qu'il faut des financements pour pouvoir vivre. Par définition, tu vas me redire d'ailleurs, par définition, une association, c'est à but non lucratif, donc il n'y a pas forcément d'entrée d'argent commercial, mais il peut y en avoir. Bah en fait, c'est le mot lucratif, moi, qui m'a toujours interrogée. Juridiquement, la lucrativité, c'est vraiment la rémunération sur le bénéfice. Donc pour moi, une structure à but non lucratif, c'est je ne peux pas me rémunérer sur le bénéfice de la structure. Ok. Ça ne veut pas dire que la structure ne peut pas faire de bénéfices. Maintenant, on peut vendre par exemple une billetterie. On peut avoir une activité commerciale avec une marge commerciale, un ratio. Enfin, on peut vraiment l'avoir. Donc c'est une des sources de financement possibles pour les assos. Mais je sais qu'on parle aussi d'activité lucrative, donc c'est là où le mot lucratif, pour moi, il est passé dans l'usage comme l'activité qui est lucrative, alors qu'en fait, c'est la rémunération sur les bénéfices. En tout cas, c'est comme ça qu'on le formule, nous, dans le secteur non lucratif. Mais donc, on peut tout à fait avoir une activité commerciale. En termes d'autres sources de financement, on peut avoir les subventions. Donc, subventions au projet, qu'on dit subvention d'exploitation, subvention d'investissement. Subvention d'équilibre aussi. L'équilibre des prix, c'est quand on vend quelque chose à un prix moins cher et que du coup, il y a une entité publique qui vient financer la différence de prix pour donner faciliter l'accès à un produit. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les 3 types de subventions qu'on retrouve, mais qu'on retrouve aussi dans des entreprises. En fait, tous ces mécanismes-là, on peut les retrouver en entreprise. On va avoir la possibilité de demander des cotisations à nos membres en échange de leur adhésion. Oui. Donc ça, c'est le troisième moyen de financement. Et tu vois, le 4e m'échappe. J'en avais noté 4 dans ma tête. C'est là où j'ai eu un blackout. Mais t'es noté mécénat. Ouais, voilà. C'est ça. C'est les fonds privés. Oui. En fait, souvent dans le budget, quand tu as une subvention publique ou une subvention privée, on peut l'appeler comme ça, c'est un financement pour un projet. Ouais. Mais c'est vrai qu'on différencie les tutelles publiques et ce qu'on appelle le don privé. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, notamment les entreprises qui font appel à la générosité du public. Mais effectivement, alors on dit mécénat avec contrepartie fiscale ou pas, mais en tout cas, oui, c'est du mécénat financier, donc c'est un apport privé de fonds. Et je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 avec mon associé Geoffrey pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. Pour faire simple, l'objectif de Figure, c'est de vous donner une vision à 360 degrés sur votre situation financière. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en matière de position de trésorerie? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce que ma trésorerie a évolué sur les semaines et les mois passés? Et comment est-ce que je peux me projeter sur les semaines et les mois à venir en matière de position de trésorerie future. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va synchroniser automatiquement toutes vos données, comptables et bancaires, les agréger au sein d'une même plateforme, les traiter automatiquement pour automatiser tout ce qui peut l'être en matière de suivi et prévision de trésorerie et vous permettre d'intégrer vos propres prévisions grâce aux fonctionnalités intégrées. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi honnêtement, mais sur un sujet comme la trésor, très sincèrement, Figure va bien plus loin et vous fera gagner un temps fou. Si vous voulez voir plus précisément comment Figure pourrait vous aider, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse découvrir l'ensemble de la plateforme, ou si vous préférez découvrir Figure tout seul, tranquillement de votre côté, un lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Pour récapituler, tu disais donc il peut y avoir les recettes liées à une activité commerciale, les subventions. Avec les différentes sous-familles de subventions. C'est ça.
le mécénat et les cotisations des membres. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis les subventions, elles sont... Enfin, toi, t'entendais avant tout les subventions publiques. Il peut aussi y avoir des subventions privées ou alors, dans ce cas-là, on revient dans la catégorie du mécénat. Ouais, c'est le mécénat privé, c'est une déformation, en fait. Ok, ça marche. Et très curieux, on a parlé de compta avant. Ces lignes de financement, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, elles remontent toutes au bilan. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit cours en condensé de comment chaque ligne remonte ? En fait, elles remontent toutes un peu de la même façon. C'est des produits à recevoir, c'est-à-dire que soit tu les as en créance, comme tes factures clients, soit c'est dans tes dispos parce que tu les as touchés. Oui. Donc, je vois pas trop de différence avec une facture client et une subvention. Là où il peut y avoir certains décalages, c'est si tu as une subvention d'investissement, en face, elle finance un investissement qui est amorti. Donc, en fait, elle va être amortie dans le temps, dans le même, selon les mêmes modalités d'amortissement de ton investissement. Si tu as une subvention sur plusieurs années, donc qui finance un projet, mais un projet de plusieurs années, en fait, dans tes produits à recevoir, tu vas pas avoir la même chose en fonction de ce que dit ta convention. Oui. Si ta convention de financement, elle te dit sur 3 ans, je te file 100 000 euros par an, soit 300 000 euros sans condition, tu vas avoir 300 000 euros de produits à recevoir. Ouais. Même si tu n'as que 100 000 euros au budget par an. Si dans ta convention, il y a marqué que l'organisme qui te finance ne s'engage pas pour les années suivantes sur le montant exact, parce qu'il sera à renégocier chaque année en fonction de tout un tas d'aléas politiques, économiques, etc. Alors là, tu peux inscrire dans tes produits à recevoir uniquement ce qui est assuré pour l'année, et pour les années suivantes, c'est à l'appréciation parfois du commissaire aux comptes, on peut lui demander conseil. Ouais. Voilà, mais c'est pas l'intégralité de ce qui est dû sur les 3 ans. Ouais, ok. Ok. Est-ce qu'il y a entre ces différentes modalités de financement, une contribution typique dans la plupart des assos, ou est-ce que, je ne sais pas si tu peux nous le dire, chez Collectif Mentorat, vous avez des... Enfin, curieux de savoir c'est quoi un peu le camembert de ces 4 lignes de financement. Chez nous, c'est assez simple. On a 80% de fonds publics et 20% de fonds privés et cotisations, mais les cotisations représentent 1 à 2%, donc c'est vraiment très, très faible. C'est très, très variable en fonction de l'activité que mène l'association. Si son activité, c'est quelque chose qui est uniquement au service de ses membres, ça peut être uniquement les produits des adhésions de ses membres qui font vivre la structure. Ça peut être une partie d'activité commerciale et une partie d'activité d'intérêt général financée par du privé ou du public. C'est hyper... ça dépend vraiment des sous-secteurs d'activité. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le milieu associatif, c'est un milieu parce que c'est une façon de faire les projets, notamment d'un point de vue gouvernance, etc. Mais en fait, là-dedans, il y a énormément de secteurs d'activité qui peuvent se trouver. Ouais. Je crois que c'est un de nos prestats. Il a des clients en association dans le milieu de l'automobile ou dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait nous. Donc, il faut vraiment différencier ces deux choses. Dans le milieu associatif, en fonction du secteur, ça peut être très différent. Ouais, ok. Alors, j'anticipe parce qu'on va parler après de budget, mais j'ai envie de te poser maintenant cette question. C'est comment ça se passe en fin d'exercice ? Tu as une enveloppe de financement qui est fixe, mettons de 100 à la fin de l'année. Tu as forcément dépensé un peu plus ou un peu moins que ce montant-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu disais, pour reboucler avec la notion de lucrativité, qu'est-ce qui se passe si typiquement tu as reçu 100 de financement et puis pour plein de raisons opérationnelles, tu as dépensé que 70 ? Ça, c'est un peu compliqué, dépenser que 70. En fait, il faut se dire qu'on peut faire des bénéfices dans une association si ça reste très à la marge du budget. Oui. Si c'est 1, 2, 3, peut-être même 5%, donc ça peut passer. Il n'y a pas de règle établie. Il faut pouvoir prouver que le résultat de ce bénéfice, c'est de la bonne gestion. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu besoin de 10 000 euros d'expertise juridique cette année. J'ai fait en sorte de faire des économies là-dessus parce qu'on avait les moyens de le faire. Et c'est sain, et c'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de constituer de la trésor. Ouais. On en reparlera peut-être quand on parlera du sujet de trésorerie, mais voilà, c'est quand même un sujet important. Et après, en fonction des financements qu'on a, on n'a pas les mêmes impératifs.
Mais il y a quand même 2 notions qu'on retrouve assez souvent quand on a des subventions, c'est le pourcentage de cofinancement et ce qu'on appelle l'assiette subventionnable. Donc, c'est le montant minimum de dépenses à effectuer. Donc, en gros, quand on signe une convention avec un financeur public, je prends l'exemple du public, on lui donne nos lignes budgétaires et on lui dit voilà ce qu'on prévoit de dépenser. Il dit ok, moi je vais vous dire allez, vous êtes obligé de dépenser 70% de cette assiette subventionnable. Donc si j'ai un budget de 100 000 euros, je dois avoir dépensé 70 000 euros à minima. Et ensuite lui nous dit moi je ne cofinance pas plus de 70% de ton budget. Bon, là je prends des notions simples, mais des fois les deux n'ont rien à voir. Et donc du coup je ne financerai pas plus de 70 000 euros si c'est 100 000 euros de budget. Mais si je dépense que 50 000 euros de budget, je vais devoir rendre une partie des financements. Voilà. Donc, on n'a pas trop le loisir de ne pas dépenser notre argent. C'est ce qui fait que c'est très important d'avoir au début du projet associatif et quand on fait les demandes de financement, d'avoir un plan stratégique, d'avoir une idée des ordres de grandeur des différentes actions qu'on veut mener, des enveloppes qui sont en face, combien de personnes sont nécessaires pour mener cette action, combien de dépenses directes, quels sont mes frais de fonctionnement. Et en fait, on n'a pas de marge. Donc, il faut dépenser l'argent. C'est un fait. Il y a un mécanisme qui s'appelle les fonds dédiés qui permet de décaler un petit bout de la subvention à l'année suivante. Ça doit pouvoir se justifier assez rigoureusement et c'est très contrôlé par le commissaire aux comptes. Ok. Et on va en reparler après, encore une fois, quand on reparlera du budget. Mais c'est aussi pour ça que souvent, la gestion budgétaire dans une association, elle est beaucoup plus au cordeau que dans une PME, ce qui peut sembler étonnant. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand on avait échangé suite à un webinaire que j'avais animé où on donnait des conseils à destination principalement des PME sur la gestion budgétaire, le suivi budgétaire, et tu me disais, je suis étonné dans la façon dont tu donnes les conseils de voir que apparemment pas mal de PME ont un suivi budgétaire qui est assez approximatif. Et je te disais, si, je te le confirme, mais parce que aussi il y a cette réalité de... le budget est moins arrêté en fait dans une PME. La dynamique commerciale, elle peut être plus ou moins bonne que prévu et du coup on peut vouloir en cours d'exercice être plus ou moins agressif sur la structure de coûts et ce qui rend en fait le suivi hyper compliqué, là où en fait dans une association l'équation elle est différente, le budget il est arrêté, par contre entre guillemets il faut le suivre quasiment à l'euro près. Exactement. Juste pour terminer sur le sujet financement, donc je me pose des questions sur à quel point les financements sont récurrents d'une période à l'autre, d'une année à l'autre, ou à quel point c'est un stress, une charge mentale pour le dirigeant ou toi de chaque année aller resécuriser les lignes de financement. Ça dépend encore une fois des assos. C'est-à-dire que on peut avoir ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles et du coup on sait qu'on a sécurisé un financement pour X nombre d'années auprès d'une institution, d'une tutelle, même d'un mécène privé, ça existe. Mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, étant donné que le financement public des associations est en déclin, depuis 15 ans, on voit vraiment que ça s'aggrave. Et que de l'autre côté, les fonds privés, c'est beaucoup plus difficile d'aller les capter parce qu'il y a tout un lobbying en fait à faire auprès d'entreprises ou de réseaux d'entreprises qui n'est pas à la portée de toutes les assos. Et après, il y a aussi les fonds européens, mais qui sont d'un point de vue gestion des mécanismes hyper compliqués à aller chercher. Donc en fait, moi, ça fait une dizaine d'années que je touche au secteur associatif, donc en fait je n'ai connu que la partie compliquée, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a 20 ans, 25 ans c'était un peu plus simple, mais c'est très lié c'est de l'argent public, donc si l'argent public va pas très bien, par derrière le financement des assos, on a pu le constater, en prend un petit coup au passage, quoi. Voilà. L'une des lignes qui c'est ce que voilà. je voudrais pas trop m'engager sur le sujet, non, bien sûr. Est-ce que tu peux question un peu précise, mais me dire comment spécifiquement vous devez reporter auprès des financeurs, parce que j'imagine, tu as dit il faut leur rendre des comptes, leur dire ce qu'on a dépensé, etc. Ça prend quelle forme concrètement ? Nous, avec notre financeur principal public, on a des fiches actions chaque année qui sont vraiment une mission, des objectifs, des moyens à mettre en œuvre sur lesquels on se met d'accord, avec une enveloppe budgétaire attribuée à cette action-là, et donc on a 3-4 chaque année.
Et on fait un copil tous les trimestres. Et lors de ce rendez-vous, on vient avec le compte-rendu des activités. Donc, l'équipe a un outil de suivi, de reporting d'activités où ils mettent tous les temps forts, le nombre de personnes qui est venues, enfin plein d'indicateurs en fait, qu'on a déterminés sur Chiffis Action. Et chaque fin d'année, on en fait un bilan annuel, ce qui nous sert aussi de base pour notre bilan d'activité finalement. Donc voilà, on a vraiment cette partie reporting d'activité qui est très pointue, mais parce qu'on a un gros financeur public. Ça dépend vachement après des échelons auxquels les assos sont financés. Auprès de certains financeurs privés, on a le compte-rendu d'une activité, mais souvent, comme c'est des enveloppes moindres, tu mets moins de choses derrière. Forcément, c'est une action qui a été financée, ou bien ça fait partie d'un tout, et auquel cas, c'est notre compte-rendu d'activité générale qui fait office de compte-rendu auprès de ces financeurs-là. Quoi. Ouais. Ok. Le financement bancaire dans une asso, ça existe? Et si oui, c'est quoi les conditions en général que tu vois? À quel type de financement bancaire tu penses? Une ligne de dette bancaire classique, tu vas aller chercher dans une PME amortissable sur 60 mois, un prêt linéaire. Moi, j'ai jamais mobilisé ces mécanismes-là pour une asso. Mais nous, quand il y a besoin de faire un gros investissement, tu peux avoir un crédit comme une association et tu peux faire financer du découvert aussi avec parfois des cessions sur des créances, donc des DAI. Ouais. Mais à part ces deux mécanismes-là, moi, j'ai pas mobilisé grand-chose de plus. Après, nos interlocuteurs bancaires aux associations, c'est pas forcément des gestionnaires spécialisés dans le monde associatif. Ça dépend des banques. Ouais. Et donc, ils ont à leur dispo un panel de financement qui n'est pas forcément lié au statut juridique de la structure. Donc, en fait, en soi, en tant qu'asso, tu peux t'endetter comme n'importe quelle autre structure avec les financements qui vont avec. Quoi. Ouais, ok. Après, j'imagine que dans l'analyse du dossier qui est faite par la banque, ils regardent les entrées d'argent et que du coup, ils vont être assez attentifs à ce camembert d'où rentre l'argent parce que s'il rentre uniquement par des subventions publiques, typiquement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour la banque Si tu cherches un financement, comme tu disais, sur 24, 36, 60 mois, à mon avis, il faut quand même une garantie de financement public sur cette période-là, si tu es surtout financé par une subvention. Donc, je pense qu'il faut avoir des conventions pluriannuelles auprès de ta tutelle. Même si, encore une fois, chaque année, le montant peut varier un peu. Donc, c'est là où c'est important pour les assos de réussir à négocier ces conventions sur plusieurs années. Mais c'est pas toujours faisable. Ouais. Ok. On a déjà un petit peu ouvert le sujet, mais on va reparler, creuser un peu le sujet du budget. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion d'une manière générale? Comment est décidé, validé le budget en amont? Comment est-ce qu'il est préparé? Par qui? Sur la base de quoi? Concrètement, quelle est votre marge de manœuvre une fois que le budget a été validé pour s'en écarter parce qu'il y a forcément des imprévus en cours d'année. Bon, il y a pas mal de questions, je pense que j'ai le truc en tête. Le budget, c'est moi qui le prépare chaque année, 3-4 mois avant la fin de l'année. Sur la base de ce qu'on a fait cette année-là, je le reprends, je regarde ce qui est duplicable en termes de financement, ce qui manque en termes de financement, je regarde les dépenses sur lesquelles on est engagé. Donc si on a un financement sur plusieurs années, on sait qu'on a un certain niveau de financement sur certaines lignes à faire. Donc voilà, le but, c'est de reporter tout ce qui est duplicable et tout ce qui est engagé l'année prochaine sur le budget. Et après, on voit quelle tranche il a. Avec le directeur, on travaille. Quelles dépenses on sait qu'on va faire en plus parce qu'on a des projets de développement ou pas. Quel mouvement va y avoir dans la masse salariale. Quel mouvement va y avoir dans nos charges de fonctionnement si on est au courant. Et ensuite, on voit combien il nous manque, en gros, de financement à aller chercher pour tout ce qu'on n'a pas sécurisé l'année suivante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quelques mois avant la fin de l'année. À la suite de ça, il est présenté en bureau. Donc, on a un bureau et un conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration, ensuite, à qui il est présenté, qui valide ce budget un peu avant la fin de l'année. Ouais. Ce budget nous permettant ensuite d'aller renégocier avec nos financeurs les enveloppes dont on a besoin, les modalités de financement, etc. Et donc ça se fait un peu avant la fin de l'année pour se dire que voilà, on attaque en janvier, puisque nous on est sur une année civile en termes d'exercice, on attaque en janvier en étant sûr de ce qu'on va être obligé de dépenser, en étant sûr de ce qu'on a et en sachant combien va falloir aller chercher de financement complémentaire sur la première partie de l'année, puisque c'est souvent là où ça se joue.
Si tu te réveilles en novembre pour une fin décembre, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et le bureau, il est constitué de qui? Alors, nous, on a un bureau qui est constitué de membres qui sont élus depuis le conseil d'administration, donc 6 personnes. Et en fait, les membres du conseil d'administration sont élus parmi les adhérents. Et donc, en fait, nos adhérents, ce sont des assos qui portent des programmes. Donc, c'est leurs représentants, en fait, qui siègent. D'accord. Et donc, c'est une gestion bénévole. En gros, eux, ils sont là à titre bénévole pour assurer la bonne gestion de la structure. Et nous, on reporte auprès d'eux, on leur soumet les éléments à décider. Ouais, ok. Ok. Je ne sais plus si j'ai répondu à toutes tes questions. Alors, la première partie, peut-être juste ma dernière sous-question qui était c'est quoi votre marge de manœuvre une fois que le budget est validé, s'il y a une dépense imprévue ou... S'il y a une dépense imprévue, en fait, tout dépend de sa nature. Si c'est lié à un projet, ça veut dire qu'il manque un cofinancement ou bien qu'il y a un partenaire qui pourrait peut-être mettre un peu plus pour que le projet aille jusqu'au bout. Et donc là, le but, c'est d'aller chercher les partenaires directement et de voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Ou bien de se dire, OK, dans ce qu'on avait prévu, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fera pas Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est que nous, on s'engage notamment quand tu as un financeur public principal, tu t'engages d'une répartition de ton financement entre les différentes lignes budgétaires. Donc, nous, on a 4-5 grosses lignes, quoi. Tu as la masse salariale, les actions, les frais de fonctionnement. Et une répartition aussi en fonction des différentes missions qu'on a dit qu'on allait mener. Donc, si par exemple, j'ai 100 000 sur une mission et 100 000 sur une autre mission, je ne peux pas faire 200 000 euros sur la première mission sans avoir validé avant. Donc, c'est ça aussi qui est important avec une tutelle, c'est ces copiles qu'on fait tous les trimestres. Il y en a, c'est tous les mois, tous les 6 mois, peu importe, ça dépend des comment c'est échelonné et de l'intensité du financement. C'est d'être transparent avec eux. Si on sent qu'il va y avoir un changement, en fait, il faut qu'eux, ils soient OK. Il faut que ce soit validé avec eux. Peut-être qu'il faudra refaire 2-3 documents administratifs pour que ce soit OK du point de vue du financeur légalement. Donc, notre marge de manœuvre, elle dépend aussi de notre capacité à négocier et à vendre à nos tutelles le fait qu'il faut qu'on change un peu la façon dont on avait prévu de faire les choses. Et donc ça dépend vachement des années, des projets et des aléas, quoi. Ouais, OK. Concrètement, dans la pratique, comment est-ce que vous le suivez, ce budget-là? Vous le faites sur Excel? Vous le faites sur... Ouais, j'ai un tableau Excel où j'intègre mon grand livre analytique tous les mois. Et après, on affecte chaque compte à une ligne budgétaire. Après, c'est-à-dire que tu reconstitues un compte de résultats analytique sur la base de ton grand livre. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas parfait parce que on aimerait avoir plein de vues. En fait, on a envie d'avoir pour chaque financeur, j'en suis où des dépenses que je leur avais dit, je dois dépenser 100 000 euros, j'en suis à combien là à fin juin. Donc ça, c'est un peu la vue par financeur, où est-ce que j'en suis de mes opérations. T'as envie d'avoir la vue par mission, nos 3 grandes missions au collectif mentorat. J'ai envie de savoir le plaidoyer, la communauté, la qualité, où est-ce qu'on en est, de nos engagements, etc. J'ai envie de le voir aussi par projet. Tu vois, on a un projet, nous, qui, tout le mois de janvier, on fait ce qu'on appelle le mois du mentorat avec plein d'événements en région, en ligne, événementiels, etc. J'ai envie de savoir où j'en suis de ce projet. Ouais. Donc, c'est pas facile avec juste Excel. Ouais. Ça se fait, hein, mais ça demande quand même un peu de temps de manip, notamment pour visuellement rendre ça joli. Oui. Donc ça, c'est un exercice qui prend du temps. Là-dessus, il y a un institut qui s'appelle l'Institut IDEAS. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, ils ont un label IDEAS, donc en fait, qui recense un peu les bonnes pratiques pour les organismes à but non lucratif, donc fondations, associations, etc., qui donne pas mal de recommandations, et notamment une de leurs recommandations qui est celle-là, c'est vraiment une comptabilité, ce qu'on appelle multi-axiale, donc avoir une vue de plein de façons différentes et de pas se contenter d'un analytique. Voilà, donc aujourd'hui, ça nous suffit sur Excel. Là, j'envisage par exemple, essayer plutôt de visualiser ça sur Excel, de le faire sur un Looker Studio ou un outil de visualisation de données assez simple, notamment pour rendre ça digeste pour le DG ou d'autres personnes de l'équipe, parce que voilà, moi, mes tableaux, je m'y retrouve, mais comme je suis un peu la seule fonction finance dans l'asso, il y a que moi qui comprends quelque chose. Donc, il y a un petit enjeu quand même de rendre la donnée digeste, visible, palpable pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est toujours l'enjeu. Après, c'est étape par étape en fonction du développement de la structure et de la fonction finance au sein de la structure. Enfin, c'est logique.
Je veux bien qu'on reparle un peu de gouvernance, que pareil, tu nous fasses un mini cours sur c'est quoi la gouvernance, le fonctionnement typique de la gouvernance d'une association. Et puis ensuite que tu nous... Enfin, tu as Je peux déjà illustrer donné des exemples chez Collectif Mentorat, évoqué des termes de bureau, de conseil d'administration, mais très curieux que tu nous refasses un peu la big picture là-dessus. Une asso, à minima, quand elle se constitue, elle a un projet associatif, donc c'est vraiment sa mission qu'on... Est-ce que c'est forcément d'intérêt général? Non, c'est au moins d'intérêt collectif, donc pour les personnes qui se regroupent. Donc elle a ce projet-là, cette mission qu'elle va mener, ce qui donne souvent la partie objet social des statuts. Et elle a une assemblée générale qui est constituée des membres. Donc ça, c'est les personnes qui adhèrent. Donc en gros, ils disent « j'adhère à ton projet associatif, j'adhère à tes statuts, j'ai envie de le supporter ». C'est là où on peut demander une cotisation aux adhérents ou pas. On n'est vraiment pas obligé. Parmi les membres, vous en avez combien des adhérents? Nous, on en a un peu plus de 70, donc c'est les 70 organisations membres, mais tu peux vraiment avoir des milliers, ouais, sans problème. Ce qui n'est pas la même chose que les bénévoles. Les bénévoles, c'est quelqu'un qui s'engage pour une courte mission, et en général, il a une mission de bénévolat, mais il n'est pas forcément adhérent, et l'adhérent n'est pas forcément bénévole. Enfin, voilà, c'est deux fonctions différentes. Et dans cette assemblée générale, on élit un représentant légal et une personne à côté de lui, donc souvent c'est un président et un trésorier ou un secrétaire. En gros. Ça, c'est le b.a.-ba, le minimum à tenir. Ça, c'est forcément des adhérents. Ouais. Okay. Et le principe de gouvernance qui est important, c'est une personne égale une voix. C'est-à-dire que peu importe ce que moi j'apporte à l'association, j'apporte une table pour les bureaux, j'apporte un petit financement de départ sur le compte, peu importe ce que j'apporte, une personne égale une voix, personne n'a un pouvoir proportionnel à ce qu'il a apporté à la structure. D'accord. Ça, c'est un principe qui est fondamental dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est les structures, associations, fondations, mutuelles, coopératives. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui régit un peu cette gouvernance, on va dire, équitable. Une personne est égale une voix. Nous, au collectif Mentorat, on a choisi de structurer un peu plus les choses, mais on peut même aller encore plus loin que nous. C'est-à-dire que nous, on a notre assemblée générale, donc ce sont nos 70, 75, je crois, aujourd'hui 75 organisations membres. Parmi ces membres, on a élu un conseil d'administration. Le conseil d'administration, il y a la moitié, c'est les assos fondatrices, l'autre moitié, c'est les structures, c'est les personnes élues parmi les adhérents. Et au sein de ce CA, on a un bureau de 6 personnes, donc qui a été élu par les membres du conseil d'administration. Donc à chaque fois, c'est une strate qui élit une strate. Tu vois, au-dessus. Le conseil d'administration, t'as dit, vous êtes combien? Il y en a 16 du coup. 16, 8 assos fondatrices, 7 assos fondatrices et 9 assos élus. C'est les représentants de ces organisations qui siègent en AG qui sont à chaque fois élus à l'instance du dessus et qui représentent. Et donc on a, en l'occurrence, nous on a une coprésidence par exemple, on a une trésorière, on a 2 vice-présidents et une secrétaire générale. Bon, chacun construit le truc comme il veut. Oui. Ça dépend vraiment de tes besoins. Ce qu'il faut se dire, c'est que la gouvernance, c'est un outil pour mener à bien ton projet associatif. Donc nous, le fait d'avoir, par exemple, 2 coprésidents et 2 vice-présidents, bah, ça nous permet d'avoir plusieurs personnes qui sont identifiées comme des personnes représentant la structure à l'extérieur, parce qu'on a besoin d'être à plusieurs endroits. Ça donne de l'agilité opérationnellement dans votre cas. Après, tu peux imaginer une asso avec des collèges de décision thématiques, ou pas de décision, des fois consultatifs uniquement, un collège partenaire et financeur, et du coup, tu les invites à des réunions régulières. Voilà, nous on a un comité stratégique avec les entreprises qui nous financent historiquement, même si c'est un petit financement de notre budget, elles sont là depuis le début, donc c'est important de les inclure dans notre prise de décision, la déclinaison de notre plan stratégique, etc. Ça, c'est très très libre. C'est vraiment le vrai plus d'une asso, c'est que t'as une liberté de construction là-dessus. Et après, il faut faire attention à pas aller dans des trucs trop rigides, parce qu'une fois que c'est écrit dans les statuts et que c'est voté, tu peux plus trop revenir en arrière, quoi. Un peu comme dans tout type de structure, que ce soit associatif ou quoi que ce soit d'ailleurs, dès que ça grossit, essayer de garder un maximum d'agilité tout en cadrant les choses, c'est un peu le fil sur lequel il faut réussir à marcher pour être le plus efficient possible tout en étant carré avec ce que la taille peut imposer au fur et à mesure. Et justement, toi, curieux de rezoomer un peu sur ton rôle de financière au sein de la structure, en gros... à quel moment, c'est quoi le déclencheur au sein d'une asso de bon, il y a besoin d'une Justine pour à plein temps nous aider à structurer proprement ces choses-là? En lien avec la gouvernance ou plus largement? Ouais, avec le développement de la structure, et j'imagine que c'est très lié à la gouvernance parce que toi, t'as un rôle central
En fait, ça dépend vraiment de comment fonctionne la structure. Le poste de RAF, au début, c'était un poste de chargé d'administration, je crois, qui a très vite évolué en RAF parce qu'il y avait des gros enjeux de trésor, de pilotage budgétaire. Et donc, il fallait avoir des profils avec la possibilité d'être très technique sur certains points, donc le financement de la trésor et le niveau de détail de suivi budgétaire, etc. Donc après, le déclencheur, c'est aussi, je pense, la taille de la structure. C'est-à-dire que là, on est 9. On va avoir un poste de RAF pour une structure de moins de 10 personnes. C'est déjà pas mal, hein, c'est costaud. La contrepartie, c'est que du coup, il y a beaucoup d'opérationnel aussi. C'est pas que du stratégique. Donc, faut être aussi partant pour passer des fois une matinée à faire une tâche hyper rébarbative. Moi, j'y trouve de l'épanouissement. C'est possible que ce soit pas le cas de toutes les personnes qui se sentent RAF. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte qu'aussi que c'est la taille de la structure qui va faire que tu vas avoir... on va avoir plus ou moins besoin de stratégique ou d'opérationnel. Voilà, c'est une balance qui se refait à chaque fois, pareil, à chaque projet. C'est ce qu'on disait, mais là, qui se transpose à l'échelle aussi individuelle. Si tu dois venir structurer une fonction, en l'occurrence la fonction finance, dans une organisation, au moins au départ, si tu es la seule personne, forcément, tu vas devoir mettre un peu les mains dedans, mais tu vas être en contrepartie hyper exposé. Tu as tous les sujets, non seulement finance, RH, etc., légal. Et donc ça, c'est super intéressant pour toi d'avoir ce rôle de chef d'orchestre, mais par contre, il faut être prêt tout faire. À tout faire. C'est clair. C'est ce qu'on voit dans ce genre d'orga très souvent. Et justement, pour terminer, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Toi, avant de rejoindre Collectif Mentorat, tu étais déjà RAF, mais dans une structure privée, dans une entreprise. Oui. Mais encore avant, j'étais dans une asso, mais qui, elle, était fiscalisée parce que vendait des spectacles. Donc, en fait, j'avais déjà un peu touché au milieu associatif. La particularité du Collectif Mentorat, c'est que c'est une structure qui est reconnue d'intérêt général, qui n'est pas fiscalisée. Donc, par exemple, nous, tout est en TTC dans notre budget, donc on ne récupère pas la TVA. Donc, les 20% de TVA sur les prestataires, c'est pour nous. Donc, voilà, c'était une autre façon de gérer. Avant ça, effectivement, j'étais dans le privé, mais en fait, j'étais dans un groupement de structures où il y avait des structures privées, il y avait aussi des assos qui étaient impliqués, et ça restait dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'économie sociale et solidaire, donc ce pan de l'activité où c'est d'abord l'intérêt général qui prévaut, même si tu as une structure commerciale à but lucratif sans problème. Et par exemple, l'intégralité des bénéfices remontait dans la structure pour le développement du projet. Tu vois, il n'y avait pas de rémunération sur les bénéfices de la part des investisseurs. Le mot m'échappe, mais je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Ça ne veut pas revenir, c'est pas très grave. Des actionnaires. Des actionnaires. Et cette notion de lucrativité encadrée, on la retrouve dans cette loi ESS de 2014 dont j'ai parlé, où tu peux être une structure commerciale et avoir un agrément ESUS. Donc, ce qui te contraint, ou il faut le voir comme une opportunité ou une contrainte, ça dépend, mais du coup, de garder au moins 51% de tes bénéfices dans la structure pour les réinvestir. Bon, c'était une petite aparté loi ESS. Donc, j'étais dans ces structures-là pendant 4 ans. Et avant ça, donc, j'étais dans une asso, donc une compagnie de théâtre, où on avait de la création artistique, de la vente de spectacles, donc des tournées, etc., et de l'action culturelle donc auprès de publics qui en bénéficiaient. Mais elle, c'était une asso, pour le coup, fiscalisée, parce que du coup, notre activité de vente de spectacles était prépondérante, et donc du coup, on était fiscalisé sur l'ensemble de notre activité. Tu peux choisir en tant qu'asso de de sectoriser ta compta, donc d'avoir une partie de ta comptabilité fiscalisée et l'autre non. Ça s'encadre pas mal. C'est quand tu commences, par exemple, à vendre des prestations, mais tu veux pas que ça touche à ton activité d'intérêt général. Après, il y a des assos carrément qui montent des filiales, en fait. Donc, en gros, ils font de la filialisation et une SAS émane de l'asso pour vendre les prestations. Donc, c'est quand même... je suis quand même toujours restée dans un fil intérêt général. C'est vraiment ça qui me motive. Mais là, d'avoir eu quand même pas mal de situations différentes, c'est... Enfin, voilà, pour le collectif Mentorat, là, je vais chercher dans ce que j'ai fait dans le privé ou dans l'associatif lucratif pour rapporter des choses pour notre développement, etc. Donc, c'est un bon aboutissement de tout ça. Ouais, parce qu'on l'a vu tout du long de notre entretien, il y a énormément de similarités entre le fonctionnement de la fonction finance dans une entreprise ou dans une asso. Et donc, forcément,
tout ce que tu as appris auparavant, tu arrives à le. Ouais, ça sert toujours. Bah, ça sert forcément, toujours. c'est de la bonne, j'allais dire culture générale, mais c'est plus que de la culture générale. Ok. Est-ce que y a des choses, alors ça fait longtemps que tu y es, donc peut-être pas, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le milieu associatif ou en tout cas pour quelqu'un, typiquement si tu t'adressais à quelqu'un qui est DAF ou RAF d'une PME, typiquement, qui envisagerait de rejoindre une structure associative, à quoi il faudrait que cette personne soit vigilante en arrivant dans le milieu associatif? Je pense que ça va un peu avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est le manque de flexibilité. Ouais. Tu vois, le fait d'avoir cette contrainte budgétaire. Alors, faut pas être trop pessimiste. Hein. Ouais. Si on a décidé qu'on devait dépenser 1 000 € pour un photographe et qu'on dépense 1 000 € pour un traiteur, j'en sais rien, ça va le faire, c'est pas grave. Mais c'est vrai que dans une structure commerciale où tu peux moduler les coûts directs et même parfois une partie de la masse salariale en fonction de ton chiffre d'affaires, là, si tu as 9 CDI, tu as 9 CDI et jusqu'à la fin de l'année, tu as 9 CDI. Donc, tu es très contraint par les engagements que tu as pris auprès de tes financeurs et de ce que la liberté que les financeurs vont te laisser avoir. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui va vraiment être différent de l'un à l'autre. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse différence parce qu'après, le reste, on en a parlé. Tu as une gouvernance qui est peut-être plus impliquée. Je me rends pas compte à quel point dans les PME lucratives, tu as des actionnaires plus ou moins silencieux. Je pense que ça dépend. Ouais, voilà, tu vois. Mais tu as quand même une gouvernance dans le milieu associatif où les personnes, elles sont là à titre bénévole, souvent dans une posture d'expert. Elles t'apportent des connaissances soit sur le secteur dans lequel tu travailles. Moi, je me souviens dans la compagnie théâtre dans laquelle je travaillais, notre présidente, elle avait été, il me semble qu'elle avait été institutrice, qu'elle était liée au milieu de la danse et du théâtre. Et donc, en fait, elle nous apportait un regard bienveillant, etc. Mais tu peux avoir des gouvernances plus ou moins investies, demandantes, regardeuses de ce que tu fais au quotidien. Donc, je pense que la gouvernance peut aussi parfois prendre une place. Et c'est pas une mauvaise chose du tout. Même, je pense que surtout au début des projets, c'est indispensable. Mais il faut être prêt à partager un peu plus quand tu es en position de direction que quand tu diriges une société. Et puis après, aux actionnaires, tu leur dis, bah voilà, la rémunération, les bénéfices, c'est ça. Et puis voilà. Ouais. Je pense que c'est les deux principales. Ça allait être ma dernière question. En gros, c'est quoi les qualités indispensables qu'il faut avoir selon toi pour travailler dans une association Mais tu as déjà un peu commencé à y répondre. Mais... Moi, je pense qu'il faut être très polyvalent parce que tu as la nécessité d'être sur ton quotidien, genre la trésor, c'est tous les matins, le budget, c'est toutes les semaines. Et en même temps, il faut te projeter sur l'année prochaine tout de suite, alors que tu n'es qu'en février en te disant mais est-ce que l'année prochaine, j'aurai ce financement. Donc, tu as besoin d'avoir des vues comme ça, très courtes, très longues. Tu as besoin sur des petites... Peut-être que je suis biaisée avec le fait que j'ai toujours bossé en petit asso, mais tu as besoin d'être sur plein de fonctions différentes. Il faut être extrêmement vigilant parce que voilà, tu dois communiquer des fois au DG, des fois auprès de l'équipe, des fois auprès de la gouvernance. Personne ne voit les choses de la même façon. Ta tutelle, tes financeurs publics, encore d'une autre façon. Enfin, tu vois, tu as quand même besoin d'être sûr que l'info que tu vas sortir, elle est juste bien interprétable et bien calibrée. Et après, je pense qu'il faut être sincèrement engagé parce que le milieu associatif, c'est pas rose tous les jours. Et comme on se l'est dit, il y a peu de marge de manœuvre quand c'est compliqué. Donc voilà, faut être sûr de ce pourquoi on est motivé et il faut s'accrocher. Voilà. Super clair. Justine, merci beaucoup d'être venue nous délivrer cette masterclass de gestion financière dans le milieu associatif. C'était super intéressant. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup apprécié de pouvoir dresser tous ces parallèles entre ce que tu mets en place dans une asso et ce que tu peux mettre en place dans une entreprise et vice-versa. Donc, merci. Avec plaisir. Pour tous tes merci conseils, de m'avoir invité. tes apprentissages et bonnes vacances à toi. Merci, à toi aussi.